Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Aujourd'hui, je suis avec un ami, collectionneur et aussi auditeur du podcast depuis un bon moment, Alex. Salut Alex, comment vas-tu ? Salut Marc, ça va et toi ? Ça va bien, merci. Alors, Alex est le fondateur du site madeinbienne.ch et je vais te laisser te présenter pour les auditeurs. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc comme tu disais, je suis un auditeur de Répétition Minute, donc là, je suis même juste tenté de t'écouter parler en fait. Je dois me forcer mentalement pour me rappeler que je dois parler. En tous les cas, merci beaucoup de me recevoir. Donc ouais, écoute, moi j'habite à Bienne depuis bientôt 4 ans maintenant. J'ai vécu un petit peu dans d'autres endroits, mais à l'origine je suis français. Et c'est une ville que j'ai découverte un petit peu par hasard parce que je travaille à Zurich et on cherchait un endroit où on pouvait également mettre nos enfants dans une scolarité francophone. Et voilà. Et en fait, j'ai découvert cette ville qui est extrêmement agréable à tout point de vue, et j'ai aussi découvert son immense patrimoine horloger qui est certes connu des Biennois et de beaucoup de monde dans l'industrie, mais j'avais l'impression que beaucoup d'amateurs de montres n'étaient pas forcément au courant de tout ce qui se passait, de ce qui s'était passé ici. Et voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai eu cette idée de créer un petit site internet pour essayer de mettre en avant et pour aider les gens à venir visiter, à découvrir ou apprendre certaines choses sur la ville à distance. Alors c'est vrai que la ville est connue un petit peu par rapport à l'horlogerie, etc. Puis on va en venir, mais c'est pas le premier nom de ville suisse qui vient en tête quand on parle d'horlogerie. C'est rare qu'on voit écrit sur un cadran Bienne. À l'inverse, on voit Genève très souvent sur pas mal de marques, mais néanmoins, et on va le voir, Bienne est important. Et puis je me rappelle, tu m'avais fait découvrir la ville quand j'étais venu te visiter là il y a peut-être 2-3 ans de ça maintenant. Et quoique non, c'était peut-être plus récemment. Enfin bref. C'est vrai qu'il y avait plein de choses que j'ignorais et que j'ignore toujours évidemment sur la ville. Donc ça nous donnait envie de justement de partager ça un petit peu avec une audience un petit peu plus large. Alors déjà peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi Bienne déjà, pourquoi Bienne est devenu important pour l'horlogerie? Oui, absolument. Alors, je suis vraiment pas historien ou expert en la matière. Il y a beaucoup de gens ici à Bienne qui sont extrêmement compétents sur le sujet. Donc voilà, moi j'apporte le point de vue d'un enthousiaste, on va dire, mais certainement pas d'un expert. Mais je pense pour schématiser, Bienne était auparavant pas mal axé sur l'industrie textile. C'était vraiment un des épicentres de l'industrie textile en Suisse. Et quand cette industrie a perdu en importance, une transition s'est faite vers l'horlogerie. Et je pense que le gros game changer à ce niveau-là a été quand, à la fin du 19e siècle, la marque des frères Brandt, qui allait devenir Omega, qui avait été fondée à la Chaux-de-Fonds, mais ayant besoin d'espaces plus larges, alors que leur production devenait quasiment à une échelle importante. Ils ont pu obtenir ça à Bienne. D'après ce que j'ai compris, c'était vraiment dans le cadre d'une politique proactive des dirigeants de la ville de l'époque pour que l'industrie horlogère prenne en quelque sorte le relais du textile et serve à l'essor économique de la ville. Et quand Omega s'est installé ici, Omega a connu un essor absolument incroyable en tant que marque, mais ça a aussi continué à attirer d'autres acteurs, que ce soit des marques ou des sous-traitants de la production horlogère. Et à partir de ce moment-là, au début du XXe siècle, Jean Egler, qui a fondé ce qui allait plus tard devenir la fabrique des mouvements Rolex, était également établi à Bienne. Donc Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, a passé beaucoup de temps à Bienne. Et d'après ce que j'ai compris, les toutes premières montres Rolex ont été faites ici à Bienne en intégralité, et jusqu'à présent tous les mouvements sont toujours faits à Bienne. Et donc beaucoup de marques ont vraiment
surfé un petit peu sur cette vague, sont venus s'installer ici. Et je dirais peut-être le dernier gros milestone qu'on peut mentionner, c'est vers la fin du siècle dernier, donc en 1983, quand la marque Swatch a été établie, elle aussi à Bienne, et en sachant que le Swatch Group lui-même est établi à Bienne. Et voilà, et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des marques très connues, des marques moins connues, on a des sous-traitants, et pour beaucoup de gens, Bienne est la véritable capitale de l'industrie horlogère suisse. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la fédération horlogère est également établie ici. Et alors, on voit qu'il y a plusieurs pôles un petit peu, on va dire horloger, manufacture, surtout dans l'aspect production, manufacture, etc. en Suisse. Qu'est-ce qui ferait, selon toi, la spécificité du pôle biennois? Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, Bienne, c'est une ville vraiment très intéressante parce qu'elle est bilingue. Donc, c'est la plus grande ville bilingue de Suisse. Et Quand tu dis bilingue, précise les langues. Pardon, ouais, français-allemand, absolument. Merci de me l'avoir rappelé. Et en fait, ce qui est intéressant, au-delà de ce bilinguisme, c'est que ce bilinguisme est aussi le reflet de la situation géographique et vraiment la frontière linguistique passe en quelque sorte à travers Bienne. Et quand on est à Bienne, on peut aussi facilement se rendre à Zurich et Bâle en 1 heure, en moins de 30 minutes à Berne, je parle en train, en 1 heure et demie à Genève, en 1 heure à Lausanne. Donc Bienne est vraiment un petit peu au centre de la Suisse et des échanges. Et si on regarde, c'est vrai que les gros pôles horlogers, historiquement, il y a Genève, il y a la vallée de Joux, et il y a vraiment ce gros pôle autour de Bienne qui inclut non seulement Bienne, mais aussi un petit peu plus loin Granges, qui est une ville horlogère importante, non seulement parce que certaines marques comme Rado ou Breitling y sont établies. Donc Granges, c'est à peu près, que je dis pas de bêtises, c'est peut-être 10 minutes en train de Bienne. Mais il y a aussi ETA, donc la filiale du groupe Swatch qui approvisionne énormément, en tout cas qui approvisionnait énormément de l'industrie horlogère en mouvement, et évidemment approvisionne le groupe Swatch, et est établi ici. Alors comment est-ce que je caractériserais Bienne pour répondre à ta question? Je pense que à Genève et dans la vallée de Joux, enfin la vallée de Joux en tous les cas, c'est un peu le berceau de la haute horlogerie, d'une horlogerie qui est encore souvent relativement artisanale, même si évidemment c'est pas toujours le cas. Ici à Bienne, je pense que si on regarde les principales marques qui sont établies ici, donc on a parlé d'Omega, Swatch, Rolex pour la partie mouvement, mais c'est le plus gros site de production Rolex, c'est ici. Hamilton, Certina récemment vient d'emménager des locaux assez importants ici. On a des indépendants comme Norquin ou Formex, Glycine, des plus haut de gamme, peut-être qui sont plus type Vallée de Joux comme Armin Strom ou Urban Jurgensen. Hermès aussi fait ses montres à Brugge, qui est juste dans la périphérie de Bienne. Je pense que on peut parler peut-être d'une production un petit peu moins artisanale, un petit peu plus on est dans du luxe sur beaucoup de ces produits, certainement dans du haut de gamme, mais voilà, pas forcément de la haute horlogerie comme on aurait dans la vallée de Joux. Mais voilà, c'est pas non plus évidemment du grand industriel. Enfin, c'est des montres très haut de gamme, produites avec beaucoup d'attention et de soins, mais je dirais à une échelle un petit peu plus importante en termes de processus de production et de volume que ce que l'on pourrait retrouver dans la vallée de Joux. Donc je dirais pour les marques haut de gamme de la Suisse qui exportent et qui sont portées par beaucoup de gens dans le monde, il y a une très très grosse partie qui va venir de Bienne, et je pense que c'est ce positionnement-là, ce segment qui caractérise la ville, en sachant qu'il y a aussi une partie un petit peu plus invisible ou en tous les cas éloignée de la production même, qui est le fait que le groupe Swatch a son siège à Bienne. Donc le groupe Swatch, c'est alors je sais plus exactement maintenant que Calvin Klein est sorti, je pense je dirais 17 marques au total, je peux me tromper, qui peuvent aller de Breguet à Blancpain en passant par Longines, Omega, Certina, Rado, Tissot, etc. Donc c'est évidemment le groupe numéro 1 dans le monde horloger, comme beaucoup de gens le savent en termes de chiffre d'affaires. Et le fait qu'ils sont établis à Bienne, forcément, ça fait de Bienne un épicentre
je dirais du monde horloger, même si beaucoup de ces marques-là, comme par exemple la Breguet et Blancpain sont dans la vallée de Joux, Tissot et Tolov, C'est ce que j'allais te Rado et dire, Vaillant. ouais. Voilà. Et Et l'autre élément, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. et ouais, j'allais juste dire que l'autre élément est le fait que la fédération horlogère, comme on l'avait mentionné plus tôt, est également ici. Donc voilà, je dirais que si on devait faire un parallèle avec Washington, Berne ou Paris, Bienne serait à mon avis la capitale parce que c'est quand même ici que ça se passe en partie sur la production, mais aussi en termes des grandes décisions qui affectent l'industrie. Voilà, sans vouloir évidemment enlever de mérite ou de relief, à Genève notamment, où forcément énormément de choses se passent également. Donc moi j'avais toujours eu l'image que effectivement la vallée de Joux c'était un petit peu plus haut de gamme. Il y avait notamment tout ce qui était plus les complications et par exemple il y a plusieurs marques qui vont produire à Genève mais qui vont avoir des ateliers juste complications mettons qui seront plutôt dans la vallée. Puis on a plein de belles marques dans la vallée, enfin très haut niveau, je pense à Gégère-le-Coultre de Marc Piguet, Vacheron a de la production là-bas, Patek il me semble qu'ils ont justement des complications là-bas, t'as des indépendants type Dufour, etc. Et à l'inverse, Bienne pour moi ça me donnait plus l'image du côté plus industriel et sans connotation négative ou quoi, mais plus voilà le gros outil industriel. Et c'est vrai que c'est intéressant malgré ce que tu disais là sur Swatch, Breguet et Blancpain qui sont voilà de juste à côté de Gégère-le-Coultre, de Audemars-Piguet dans la vallée, et ça illustre finalement c'est bien ce propos-là de dire que dès lors que tu vas être sur une horlogerie un petit peu plus haut de gamme entre guillemets, ça va se retrouver peut-être un peu plus dans la vallée quoi. Alors je trouve c'est ce qui est intéressant serait peut-être de passer en revue les différentes marques qui font un petit peu la ville de Bienne et comment ils sont implémentés dans la ville. La plus grosse, tu me dis si j'ai raison, mais ça serait peut-être plutôt Omega. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Alors, en fait, voilà, je dirais qu'Omega ayant à l'origine vraiment amené l'essor, en tous les cas, ayant été la première grande marque installée à Bienne et produisant à une échelle considérable dès la fin du 19e et certainement le début du 20e. Et c'est vrai que Rolex, par exemple, a son plus grand site de production ici, mais comme on sait, voilà, d'autres sites, que ce soit à Genève ou Plan-les-Ouates notamment. Omega, tout est ici. Et c'est vrai qu'entre le siège historique de la marque, qui est un bâtiment superbe, le musée, qui est d'après beaucoup le meilleur, ou en tous les cas un des tout meilleurs musées horlogers au monde, avec des pièces incroyables comme celle qui a été portée par le président Kennedy lors de son inauguration, ou une Omega qui a appartenu à Elvis, des Omega qui ont été dans l'espace évidemment. Mais aussi très ludique avec un jeu de course pour les enfants ou les grands adultes comme toi et moi, Marc, quand on y avait été. Enfin, les grands adultes, les petits adultes ou grands enfants, pardon. Et voilà, donc il y a maintenant depuis juin 2020, il y a une boutique au siège Omega, et ça c'est incroyable comme expérience. Et il y a finalement très très peu de marques qui ont une vraie boutique à leur siège où on peut aller acheter une montre à l'endroit exact où cela a été fait. Donc Omega, je dirais, il y a vraiment le full package, en sachant qu'il y a la production avec un nouveau bâtiment qui a été fait en conjonction avec le nouveau siège de Swatch par le célèbre architecte Shigeru Ban, qui notamment, pour les Français qui nous écoutent, est celui qui a réalisé le centre Pompidou-Metz. Et voilà, donc je dirais Omega, c'est vraiment c'est une étoile particulière à Bienne, parce que les bâtiments sont magnifiques, parce que la marque est extrêmement importante évidemment auprès des collectionneurs, mais aussi sur le plan économique pour le groupe Swatch. Parce qu'il y a la boutique, parce qu'il y a le musée et parce qu'il y a toute cette histoire derrière. Et c'est vrai que c'est une marque qu'on sent vivre si on se balade un petit peu dans la zone où il y a le siège. On voit
tous les employés qui sortent manger, qui reviennent, qui ont le badge, qui ont souvent des très belles montres Omega au poignet. Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc c'est vrai que par exemple l'autre jour, moi je devais passer à la boutique Omega pour je sais plus, je crois que c'était peut-être un petit SAV ou quelque chose comme ça d'un peu anodin. Et bah juste au moment où j'étais à la boutique, débarque Claude Nicolier, qui était le premier Suisse à aller dans l'espace, accompagné de Reynald Eschliman, le PDG d'Omega, pour, je pense, un petit événement dédié et une séance photo. Et ça, c'est des choses qu'on voit, je vais pas dire tous les jours à Bienne, mais c'est vrai que voilà, Omega fait venir George Clooney, Omega fait venir Cindy Crawford. Il y a un petit peu toujours quelque chose qui se passe autour d'Omega. Et juste, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on voit souvent Genève sur les cadrans, et c'est tout à fait vrai. Moi, je voudrais un petit peu mentionner quelque chose de très sympa qu'a fait Omega sur leur World Timer dans la collection Aquaterra, qui est sorti, il me semble, l'année dernière. Je veux pas dire de bêtises si c'était l'année d'avant. Et pour le créneau horaire GMT+1, où on a typiquement Paris ou Genève, justement, ils ont mis Bienne, ce que j'ai trouvé très sympathique comme clin d'œil. Et à noter que la marque Glycine, pour son récent World Timer, qui est également une marque biennoise, a fait cela également. Ouais, c'est vrai que c'est un joli clin d'œil, effectivement. Puis je me rappelle de la visite que tu m'avais faite là du musée Omega. C'est vrai que quand tu regardes les autres marques, je suis pas sûr qu'il y ait énormément d'équivalents. Tu as le musée Patek Philippe à Genève évidemment, mais déjà l'esprit est complètement différent. C'est beaucoup moins ludique et moderne qu'Omega. C'est un autre style évidemment qui est. Enfin, je pense que les deux musées sont finalement chacun bien dans leur style et ça fonctionne bien comme ça. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup, enfin, il est très agréable à faire et tu sais que la marque investit évidemment beaucoup là-dedans. Tu mentionnais les pièces là qu'ils ont dans leur musée. Moi, je me rappelle quand ces pièces passaient aux enchères chez Philips, où justement, je me rappelle justement avoir vu la montre Elvis que tu mentionnais et voilà, on sait que qu'Omega essaie de garnir son musée, c'est normal et finalement il y a peu d'autres équivalents. T'as le musée maintenant Audemars Piguet, mais l'entrée est pas aussi accessible que celui de Bienne. Donc c'est vrai que c'est pour les amateurs d'horlogerie, c'est toujours sympa de pouvoir aller un petit peu dans ces endroits-là et rentrer un petit peu davantage dans la marque. Pour ce qui est des boutiques, après ça va dépendre aussi un petit peu des marques, je dirais, parce que souvent, elles sont pas loin tu vois, si tu prends les marques genevoises, elles sont pas loin des boutiques, donc soit ils peuvent organiser des transferts vers la boutique, soit faire plus ou moins venir la boutique à la manufacture s'il y a des visites qui sont faites, etc. Donc, tu peux avoir le moyen de faire un achat sur place. C'est juste que comme ce sont des endroits qui se visitent moins, bah voilà, c'est pas des boutiques à proprement parler, mais je pense que ces choses-là sont aussi un petit peu en train de changer. Et c'est rigolo là quand tu mentionnais là le fait que tu croises un petit peu tout le temps des employés d'Omega ou dans la ville, ça me fait penser au sentiment que j'avais quand j'allais à Bâle, où tu vois pendant la semaine de Baselworld, quand ça existait encore, tu voyais vraiment toute la ville qui battait un petit peu autour de l'événement et je sais pas, quasiment tout le monde que tu croisais là-bas avait un lien avec l'industrie ou quoi, ou en tout cas tu voyais toutes les têtes de l'industrie, tu les voyais passer à un moment et c'est, je trouvais hyper agréable de voir justement une ville où tu sens vraiment le pouls horloger qui bat un petit peu au sein de cette ville. Tu mentionnais Rolex. Quand on parle d'Omega, Rolex est jamais très loin et vice versa. Quel est un petit peu voilà, l'histoire de Rolex avec la ville de Bienne et quelque chose que j'ignore et peut-être tu as la réponse. Pourquoi il y a ces sites aussi comment dire, aussi éloignés entre guillemets, même si c'est qu'1 heure et demie de train comme tu le mentionnais. Mais est-ce que tu connais la raison d'être de cette différence et de ces différents sites? Alors, c'est une très bonne question. Je peux pas répondre exactement sur pourquoi il y a les différents sites parce que si à la limite il y en avait que deux, Genève et Bienne, je pourrais éventuellement expliquer. Après, pourquoi il y en a davantage, je n'ai pas la connaissance.
mais je dirais Bienne était central à l'histoire de Rolex parce que quand Hans Wilsdorf, qui était donc un homme d'affaires allemand, a voulu créer sa propre marque de montre, il a cherché un fournisseur en mouvement qui pouvait lui fournir non seulement des mouvements de très bonne qualité, très fiables, mais également très petits. Parce que Hans Wilsdorf avait, je crois, très tôt la vision que la montre au poignet allait devenir quelque chose. Et là, on parle du tout début du XXe siècle. Hein, donc, je pense que je sais plus exactement quand la marque Rolex a été déposée, mais je pense que c'était 1908, si je ne me trompe pas. Et la première montre chronomètre 1910. En tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est que c'était avant la Première Guerre mondiale. Donc, vraiment, en même temps que Cartier avec la Santos, Wilsdorf faisait vraiment partie de ceux qui ont vu l'énorme potentiel d'une montre au poignet pour homme, hein, parce qu'avant c'était vraiment quelque chose qui était pour dame, qui pouvait être autour du poignet comme autour du cou. Et comme on sait, c'est la Première Guerre mondiale qui a vraiment masculinisé l'utilisation de la montre au poignet, parce qu'il y avait des avantages très pratiques en termes de synchronisation militaire et pour pouvoir l'utiliser tout en étant en action. Alors évidemment, c'est pas forcément très joyeux comme référence, mais voilà, Wilsdorf faisait partie de ceux qui avaient vu cela arriver en amont, et c'est à Bienne qu'il a trouvé donc Jean Egler, qui était cet horloger très réputé pour la qualité, mais aussi la petite taille de ces mouvements. Et d'après ce que j'ai compris, au début, en fait, tout était fabriqué et assemblé chez Egler, qui avait Hans Wilsdorf comme principal client, mais c'était pas son seul client. D'après ce que je sais aussi, d'après ce que j'ai compris, en tous les cas, certaines des montres produites pour Wilsdorf par Egler avaient déjà le nom et la signature Rolex, mais d'autres qui étaient peut-être d'une qualité un petit peu moindre étaient distribuées sous un autre nom. Et ensuite, en fait, à cause des complications tarifaires liées à l'importation en Angleterre, Wilsdorf a décidé de ensuite s'installer en Suisse directement. Au début, il était installé à Bienne, et après, il s'est implanté à Genève, et c'est là où la marque a commencé à avoir son essor genevois en termes de siège social et puis de développement de produits. Mais les mouvements ont toujours été à Bienne depuis le début. Et en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que jusqu'en 2004, la société qui produisait les mouvements Rolex était indépendante de la maison mère. Et il y avait eu, je crois, dans les années, au cours du XXe siècle, des échanges d'actions, des actions en termes de ownership, pardon, je trouve pas le bon mot en français, entre les deux, mais elles sont toujours restées des entités indépendantes, et c'est qu'en 2004 que Rolex a finalement tout racheté. Mais en tous les cas, le développement des mouvements, au début sur des sites un petit peu disséminés dans la ville, et finalement regroupés aujourd'hui dans la partie un petit peu plus industrielle de Bienne, sur un très gros site qui, à ma connaissance, a au moins 2500 employés et qui est en train d'être agrandi. Explique que la spécialisation en termes de mouvements, et bon, quand on connaît Rolex, on sait à quel point les mouvements sont l'ADN de l'expérience en termes de précision, de fiabilité, de robustesse, même si tout le reste de la montre évidemment est fait pour l'accompagner. Bienne est toujours resté on va dire la capitale des mouvements pour Rolex. Ouais, c'est déjà une très bonne nouvelle là que tu viens de nous donner, puis presque une exclusivité, parce que si tu dis que les capacités de production vont augmenter, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir avoir leur Daytona tant espéré. Donc merci à toi pour cette information qui ravira tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur Rolex, est-ce qu'on a la possibilité de visiter un petit peu ce site-là ou pas en tant que privé comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui se visite? Alors, la réponse courte est non, mais il y a une réponse plus longue, je pense, qui est plus mitigée, et pour les passionnés qui peut être intéressante. Donc, à ma connaissance, visiter Rolex ou la manœuvre Rolex, c'est quelque chose de extrêmement rare. Je sais que Hodinkee, Ben Clymer avait pu visiter il
il y a 5-6 ans, et il y a un article qu'il a fait de sa visite où il n'avait même pas le droit de prendre de photos. Et voilà, c'était Hodinkee et c'était Ben Clymer. Donc je pense que c'est quelque chose de très rare et qui apparemment avait été compliqué à obtenir. Comme on sait, Rolex a vraiment le culte du de la confidentialité, hein, et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Après, je dirais, si on est vraiment passionné Rolex, il y a plusieurs choses à venir voir à Bienne. Alors déjà, il y a ce qui est, à mon avis, le premier site d'origine de production de montres signées Rolex, qui aurait été assemblé dans les ateliers de Jean Egler au début du XXe siècle. Et ça, c'est un très beau bâtiment ancien. Et d'ailleurs, j'ai un article dessus sur le site. C'est vraiment un beau bâtiment proche de la vieille ville de Bienne, qui offre une magnifique vue sur la ville et le lac. Et aujourd'hui, en fait, il est occupé par la haute école spécialisée bernoise. Donc c'est un lieu d'enseignement. On peut pas le visiter en tant qu'attraction touristique, mais on peut se balader dans l'enceinte elle-même, profiter de la vue et voir les bâtiments de l'extérieur, et y compris le premier bâtiment où vraiment toute l'histoire de Rolex et tout ce que Rolex est devenu aujourd'hui a commencé. Et juste à côté, il y a un autre ancien bâtiment Rolex, aujourd'hui transformé en appartement, qui est splendide sur le plan architectural. Et quand on est là, on est juste à côté de la vieille ville de Bienne, qui offre énormément en termes d'expérience horlogère, mais aussi de restauration et autres petites boutiques. Et l'autre chose que l'on peut faire, c'est donc le très grand site de production aujourd'hui, qui est un petit peu plus éloigné, mais on parle de 5 ou 10 minutes de bus, hein, c'est rien de méchant en partant du centre-ville. Et d'ailleurs, à Bienne, c'est une chose que j'aime beaucoup, il y a un arrêt de bus qui s'appelle Rolex et un autre arrêt de bus qui s'appelle Omega. Et en fait, c'est des très grands bâtiments, c'est vraiment très grand, c'est très moderne, mais on peut marcher sur le trottoir à côté, et les vitres sont semi-opaques. Et donc, qui dit semi-opaque dit aussi semi-transparent. Et on peut regarder, voir en action la production, que ce soit les personnes ou les machines. Et voilà, je dirais, c'est vraiment, est-ce qu'on doit venir à Bienne juste pour ça? Je ne le recommanderais pas forcément. Mais en revanche, si on vient passer 1 jour, 2 jours ou 3 jours à Bienne pour des immersions horlogères, je pense que ça en vaut absolument la peine pour voir l'étendue de la production. Et c'est un petit peu comme une visite quand même du centre de production des mouvements. Alors, pas la même chose que si on était à l'intérieur, mais c'est tellement impressionnant en termes de la taille et je dirais du niveau de sophistication technologique, que je pense que ça vaut le détour si on est déjà à Bienne pour une expérience un petit peu plus large. Ok. Je reviens là sur ce que tu mentionnais un petit peu avant avec les achats, enfin les rachats, les productions de mouvements, etc. Finalement, ça illustre bien toute l'histoire de l'industrie horlogère, où finalement cette notion de marque entièrement intégré, qui fait la montre de A à Z, les mouvements dits de manufacture, etc. C'est quelque chose d'assez récent finalement, où avant finalement une pièce c'était l'assemblage de parties qui provenaient de sous-traitants un petit peu différents. Et tu vois, t'as beaucoup de marques comme ça qui ont petit à petit racheté leurs sous-traitants, intégré, etc. jusqu'à être entièrement autonomes. Et Rolex en est peut-être le meilleur exemple, mais n'en est pas le seul. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez récent, quoi. C'est tout à fait vrai. Pardon, si je peux juste rajouter pour Rolex quand même que depuis très tôt dans la collaboration entre Egler et Rolex, il y avait une relation d'exclusivité. Donc même si sur le plan juridique, c'était des entités séparées, et ainsi qu'en termes d'actionnariat financier, voilà, c'était vraiment fait uniquement pour Rolex, et les mouvements produits par Egler, à part au tout début, n'ont pas pu être employés par d'autres marques. Ok, bah ça je l'ignorais. Est-ce qu'il y a un autre grand acteur à Bienne qu'on n'a pas encore évoqué? Bah, je pense que voilà, qui dit Bienne aujourd'hui dit Swatch, forcément. Ouais. Donc bon, bah la marque Swatch, bon, je suis pas forcément qualifié pour en faire toute l'histoire, mais en gros, comme on sait, il y avait une grosse crise dans l'industrie suisse, disons à la fin des années, enfin
qui a débuté à la fin des années 60 peut-être en termes de technologie, mais qui s'est surtout manifesté dans les années 70 ou 70 pour les auditeurs français et 80, qui a été le fait que l'essor du quartz a amené à une grosse perte de part de marché de l'industrie suisse, puisque les acteurs japonais en particulier étaient mieux équipés pour produire, suite à l'invention du quartz, des montres très abordables en très grande quantité. Et ça a amené vraiment une grande désuétude au sein de l'industrie suisse, qui était plus disséminée, moins centralisée dans les outils de production, et voilà, dont le savoir-faire était quand même avant tout axé sur les mouvements mécaniques, même s'il y avait eu des innovations en termes de quartz ou bien d'autres mouvements sans électriques, comme par exemple les mouvements à diapason. Et en fait, c'est la consolidation de différentes sociétés horlogères, et par Nick Hayek, qui était le fondateur du groupe Swatch, qui a permis à l'industrie de vraiment reprendre son élan en grande partie, et de redonner ses lettres de noblesse à l'horlogerie mécanique, avec une vraie augmentation, je crois, en termes de qualité et une vraie rationalisation des outils de production. Mais en parallèle de ça, quelque chose qui était très important pour prendre des parts de marché et produire des montres à quartz extrêmement abordables, il y a eu l'invention de Swatch. Et Swatch, ça prenait vraiment un petit peu à contre-pied les codes de l'horlogerie. C'était du plastique, c'était fun, c'était coloré. C'était quelque chose qui n'avait jamais vraiment été fait avant, et qui a eu un succès absolument extraordinaire au niveau de la planète entière. Tout le monde, je pense, le connaît, et toi et moi, on a certainement grandi avec des Flic-Flac, qui est la petite sœur de Swatch, et des Swatch dans notre enfance. Et donc Swatch, la marque est née en 1983. Et elle est le résultat de beaucoup d'innovations en termes technologiques pour pouvoir produire une montre Swiss-made à un prix extrêmement abordable, avec le plastique, qui était une matière qui n'était pas considérée vraiment comme apte à l'horlogerie à l'époque. Et en fait, Swatch a accompagné, je dirais, en parallèle cet essor nouveau de l'industrie horlogère, d'un côté le mécanique et d'un côté le fun, le fashion avec Swatch. Allez, et pour l'anecdote, donc l'origine du mot Swatch, en fait le S, beaucoup de gens pensent que c'est pour Swiss, mais en fait c'est pour second, donc second watch, deuxième montre. Et c'était vraiment l'idée que voilà, la montre, c'est pas forcément l'investissement d'une vie qu'on va garder de ses 18 ans jusqu'à ses derniers jours. Ça peut aussi être quelque chose d'amusant, de coloré, qu'on change au gré des saisons, au gré de ses tenues, au gré de ses humeurs. Et je dirais le côté pop, finalement, est né avec Swatch dans l'industrie horlogère. Et jusqu'à présent, voilà, Swatch fait vraiment partie de l'histoire de Bienne. Et je parlais de Shigeru Ban tout à l'heure. Le nouveau siège de Swatch qu'il a réalisé est absolument magnifique et vaut le détour, même de l'extérieur. Il y a vraiment des choses très très belles à voir. Et pour ceux qui veulent visiter, il y a Planet Swatch, qui est donc le musée de la marque Swatch, qui compte, je crois, pas loin de 7000 montres différentes. Il y en a vraiment plein les yeux, et on voit en fait l'énergie artistique autour de cette marque, où finalement quasiment toutes les montres se ressemblent en termes de leur forme, mais chacune a des expressions très différentes en termes de les concepts, les couleurs, les dessins. C'est extrêmement riche. Et pour l'anecdote, chacune de ces près de 7000 montres sont mises à jour par les équipes de Swatch lors des changements d'heure. Donc on peut imaginer, c'est un travail assez fastidieux, non, c'est pas fastidieux. Ouais. Fastidieux peut-être le repas après pour célébrer quand c'est fini. Et les piles également sont changées par les équipes. Donc c'est très impressionnant d'avoir autant de montres à l'heure. Et la dernière chose que je mentionnerai, c'est que il y a un drive-in
Swatch. Donc en fait, c'est une boutique Swatch à la sortie du siège, mais faite en forme de drive-in. Alors on peut tout à fait y entrer à pied et acheter sa Swatch de Bienne directement du siège, mais on peut aussi passer en voiture et comme on le ferait dans une chaîne de restauration rapide, commander sa montre spéciale à emporter. Et pourquoi spéciale? Parce qu'en fait, il y a des boîtiers en forme, je crois, de burger ou autre qui ne sont disponibles. Pardon, des boîtiers, enfin des boîtes, pardon, je parle, enfin des emballages, des écrins. Je parle pas du boîtier de la montre, qui sont disponibles uniquement au drive-in de la marque. Et une dernière chose, peut-être juste à mentionner. En Suisse, comme je pense tu sais Marc, en général les fermetures du dimanche sont très respectées et c'est certainement le cas à Bienne où vraiment quasiment tout est fermé dimanche, sauf les boutiques Swatch et Omega notamment. Donc pour les gens qui veulent venir et visiter, ils peuvent voir le musée, mais aussi s'ils ont envie de faire un petit achat, le faire même un dimanche. Alors ça, je savais pas pour le dimanche et oui, effectivement, en Suisse, c'est peut-être un des aspects négatifs entre guillemets d'un point de vue consommateur quand tu débarques en Suisse et que tu as connu autre chose, c'est que effectivement le week-end est très respecté et le dimanche il y a effectivement très peu de choses ouvertes et j'aurais pas imaginé que quelque chose d'aussi peu essentiel entre guillemets, même si pour moi ça m'arrache le cœur de dire ça, mais que l'horlogerie soit ouvert le dimanche, ça c'est je l'ignorais. Et puis je reviens là sur le musée qu'on avait visité ensemble. Et effectivement, tu mentionnais Flic Flac. Je pense que tout le monde qui écoute le podcast aujourd'hui a dû avoir une Flic Flac entre les mains à un moment. Enfin, on connaît bien la marque. Et il y a tellement de modèles dans ce musée, comme tu le mentionnais, c'est probable de retrouver la montre que vous portiez quand vous étiez enfant, vu la quantité dingue de montres. Et ça, tu le disais très bien, ce qui est sympa et je pense qu'il a contribué énormément au succès de la Swatch et le fait qu'elle ait été disponible en tellement de variations, le fait que Swatch ait fait énormément de partenariats avec un petit peu tous les différents éléments de la pop culture au travers des âges et t'as une quantité je pense que c'est clairement la montre qui a été la plus interprétée dans un nombre de styles complètement hallucinants et de temps en temps on voit arriver aux enchères comme ça des gens qui se délaissent d'une partie de leur collection Swatch et puis tu vois des dizaines ou des centaines de pièces qui sont mises aux enchères. C'est assez rigolo quoi. Et alors tu parlais de Swatch en tant que marque, mais il y a aussi le Swatch Group qui est présent à Bienne, donc le Swatch Group qui possède là tu l'évoquais avant un certain nombre de marques horlogères évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'implémentation du Swatch Group à Bienne? Oui, alors c'est vrai que là on est sur du corporate, donc il n'y a pas forcément grand chose à voir au même titre que pour Swatch ou Omega, dont les marques sont vraiment ici. Je mentionnerai d'autres marques quand même du groupe Swatch qui sont elles aussi implantées à Bienne. Donc on a Hamilton qui à l'origine était une marque américaine et qui, si je me trompe pas, depuis 1959 mais a confirmé, a déplacé son siège en Suisse et à Bienne en particulier. Et Certina, qui a toujours été un petit peu split, à ma connaissance, entre le Locle et Bienne. J'ai l'impression que là, ils ont investi des locaux qui sont d'ailleurs dans le même bâtiment que Hamilton et que leur siège principal sera maintenant à Bienne. Mais voilà, ça c'est juste une impression de personnes habitant ici. C'est pas du tout une information officielle. Et oui, et sinon, il y a des grands bureaux en fait du groupe Swatch qui sont juste à côté du lac. Donc Bienne a un très beau lac que j'invite toute personne venant ici à visiter. Ce qui est sympa avec le lac de Bienne, contrairement à pas mal d'autres villes suisses, c'est que la nature a vraiment été préservée autour. Donc c'est vrai que quand on est dans la ville de Bienne, on n'a pas trop conscience du lac, mais quand on va au lac, on a une vraie expérience outdoors de nature. Très peu bétonné et c'est très agréable. Et notamment, en fait, pourquoi je mentionne ça, le long du lac, il y a une grande esplanade de gazon, puis avec des aires de jeu pour enfants, qui s'appelle le parc
Nick Hayek, donc voilà, qui a été nommé en l'honneur de Nick Hayek Senior, qui est donc le fondateur du groupe Swatch, à ne pas confondre avec Nick Hayek Junior évidemment, qui est son fils, qui aujourd'hui dirige le groupe. Et juste à côté de ce parc, enfin en tous les cas à quelques pas, se trouve le siège du groupe. Alors c'est des grands bureaux corporate, je dirais rien de spécial à signaler, si ce n'est il y a une petite chose qui amuse un petit peu les gens ici, c'est que il y a un drapeau qui est accroché à l'extérieur d'un bureau, qui est visible depuis l'extérieur du site. Et ce drapeau n'est pas n'importe quel drapeau, parce qu'en fait c'est un drapeau de pirate. Et okay. D'après ce qui se dit ici, c'est pas quelque chose que j'ai pu vérifier par moi-même, le bureau en question serait tout simplement celui du grand patron, de Nick Hayek Jr., voilà, qui pourrait témoigner de l'esprit un petit peu toujours un peu rebelle, un peu différent, un peu à contre-courant, qui a toujours fait le succès finalement du groupe Swatch et de la marque Swatch, arbore ce drapeau à l'extérieur de son bureau. Bon, je connaissais pas cette anecdote non plus. Ça me fait marrer, et je pense à donc voilà, on a vu un petit peu toutes ces grandes marques, etc. T'en as mentionné des un petit peu plus petites, mais quelles sont les autres petites marques qui sont implémentées à Bienne, éventuellement des marques indépendantes aussi, parce que voilà, derrière ces grands noms, il y a aussi à chaque fois des plus petits qui se cachent et qui sont intéressants, et peut-être eux seraient plus faciles d'accès ou à visiter. Absolument, ouais, et c'est alors. À visiter, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une question très intéressante. Je voudrais juste, me permettre de me reprendre pour le père. C'est vraiment Nicolas Hayek. Il me semble que le Nick, c'est vraiment pour le fils qu'il est appelé comme ça. Donc c'est le parc Nicolas Hayek et non pas Nick Hayek. Okay. Voilà, juste pour préciser. Et alors, en fait, il y a plein d'autres marques moins connues. Qui restent quand même souvent très connus, hein, mais forcément par rapport à Swatch, Omega et Rolex, un petit peu moins connus, qui sont établis à Bienne. Alors on en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a par exemple Ebel, il y a Milus, il y a Norquin, il y a Formex, il y a Certina, on l'a dit, il y a Glycine, Armin Strom, Urban Jurgensen, qui a récemment été repris par Kari Voutilainen. Il y a Hermès en fait qui est à Brugge, qui est juste dans la périphérie de Bienne et qui fait partie, on va dire, de la commune au sens large. Donc et il y a aussi une autre chose à savoir, c'est qu'il y a des marques qui ne sont pas de Bienne mais qui ont néanmoins un bureau de recherche ou de production à Bienne. Donc on peut citer le groupe Fossil, on peut citer la marque Movado ou encore la marque japonaise Citizen. Alors pour ces marques-là, une que je voudrais mentionner parce que c'est une marque importante à Bienne, c'est Doxa, qui est une marque, je pense, qui a beaucoup d'amateurs, peut-être aussi parmi les gens qui écoutent ton podcast. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas forcément des visites organisées de toutes ces marques-là. Cela dit, pour les gens qui sont intéressés par ces marques, comme en général elles sont plus petites, si eux-mêmes font la démarche de les contacter en disant voilà, je viens à Bienne, j'aimerais pouvoir visiter, éventuellement venir acheter une montre directement au siège. À mon avis, assez souvent, ils pourraient avoir une réponse très favorable. Et j'ai notamment un ami, justement, on peut le mentionner, en plus c'est un ami en commun, Luigi, qui avait voulu acheter une Doxa pour un anniversaire important qu'il avait. Il a contacté Doxa et je l'avais accompagné d'ailleurs. Et voilà, il s'est rendu directement au siège de la marque. Ils l'ont accueilli alors que normalement, voilà, c'est pas une boutique, ils font pas de distribution en direct. Et il a pu rencontrer les personnes, rencontrer l'horloger qui avait. C'est génial. Voilà, et c'était vraiment une expérience très sympa. Glycine, qui est basée en centre-ville, a une vraie expérience disponible sur place parce qu'en fait ils ont un mini musée, une partie en sous-sol à visiter et une très belle boutique historique. Donc ça aussi, ça fait quand même c'est quelque chose d'un petit peu plus directement accessible. Mais aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et que j'essaie d'encourager sur le site, c'est le fait de venir acheter sa montre là où elle a été faite. Moi, je pense que quand on parle de montre, on parle toujours de symboles et d'émotions. Et venir acheter son Hamilton, sa Glycine, sa Swatch dans la ville
où ça a été produit, bah, je trouve qu'il y a quelque chose de sympa et de spécial. Et pour quasiment toutes les marques de bienne, soit directement auprès de la marque, soit auprès de détaillants agréés, il y a une adresse où on peut venir l'acheter directement là où elle était faite. C'est vrai que c'est une émotion particulière et je te rejoins là-dessus. J'ai partagé une anecdote. Moi, j'avais reçu pour mes 20 ans la Gégère Le Cool de mon grand-père. Donc mon père me l'avait offerte pour mon anniversaire. Et puis quelques années plus tard, bah, je me retrouvais à travailler chez Gégère Le Coultre en Suisse, à la Vallée de Joux, dans la manufacture. Et je portais cette montre et j'avais cette fierté, cette émotion de la porter à l'endroit même où elle avait été produite quasiment 50 ans plus tôt, parce que voilà, la manufacture, elle est installée, enfin littéralement autour de la ferme d'Antoine Lecoultre, qui était là le tout premier bâtiment. Finalement, la manufacture s'est étendue petit à petit, mais voilà, toutes les montres ont été fabriquées là, et il y avait cette petite émotion que de ramener la montre un petit peu là où elle a vu le jour. Quels sont les autres endroits un petit peu en dehors des marques en elles-mêmes? Là, je pense qu'on a fait le tour de toutes les marques qui sont intéressants à visiter pour les amateurs d'horlogerie. Ouais. Alors, je pense que déjà, bon, il y a une chose qui est amusante, hein, c'est si on se balade dans Bienne, on arrive quand même souvent face à des structures qui contribuent à l'industrie, même si ce ne sont pas des marques. Donc évidemment, bah voilà, on parle de sous-traitants. Et je propose pas de venir à Bienne juste pour les visiter, mais c'est vrai que quand on se balade, et notamment, voilà, il y a une société qui s'appelle Aiguilla SA. Bon, bah, comme son nom l'indique, elle est spécialisée dans les aiguilles. Ils ont plusieurs centaines d'employés. Ils fournissent une bonne partie de l'industrie en aiguilles. Et ça, c'est aussi des choses, voilà, qui contribuent à l'atmosphère horlogère de la ville. On peut aussi citer Cendré Métaux, voilà, qui est un grand fournisseur en termes de matériaux, de boîtiers dans l'industrie, qui est basé à Bienne. Cela dit, voilà, des expériences un petit peu plus touristiques. Alors, il y a le nouveau musée de la ville de Bienne qui retrace l'histoire de la ville au sens large, avec forcément un focus important sur l'horlogerie, où il y a des très belles pièces, et notamment des Rolex assez anciennes, extrêmement belles à voir. Mais je pense, voilà, on en parlait, il y a cette expérience alors le shopping. On a parlé de pouvoir aller chez le détaillant ou le revendeur agréé ou la boutique, ça c'est une chose. Mais il y a aussi toute une petite constellation de boutiques ou d'ateliers vintage qui sont vraiment bah voilà, très sympas, qui ont beaucoup de charme, notamment à la vieille ville. Alors, il y a l'atelier c'est un ami commun, on peut dire, Marc de Dario Ratti, qui est un excellent horloger, voilà, qui arrive à réparer des pièces que beaucoup auraient condamnées aux pièces détachées, et qui est pas mal spécialisé Omega, parce que de par son expérience professionnelle par le passé, mais aussi à cause des pièces qui circulent à Bienne. Juste en face de lui, il y a un très beau magasin qui appartient à un monsieur qui s'appelle Charles-Louis Mury, qui vend des pièces vintage. Pareil, une bonne spécialisation Omega, même s'il n'y a pas que ça, mais encore une fois, on est vraiment au cœur de l'écosystème Omega ici. Et il y a une boutique alors qui est vraiment normalement plus pour les professionnels, mais qui peut aussi se visiter en tant que particulier, qui s'appelle chez Early, qui en fait a toutes sortes de pièces détachées, de mouvements, d'aiguilles, de cadrans pour toutes sortes de montres, encore une fois avec pas mal d'Omega, et c'est vraiment comme une bibliothèque vivante de l'industrie horlogère. On peut y avoir un tiroir où il y aura marqué aiguille Seamaster 1966, et puis on l'ouvre et il y a que des aiguilles de Seamaster de 1966. C'est vraiment très impressionnant comme lieu, et c'est un endroit qui reçoit des commandes du monde entier de la part d'horlogers pour des réparations ou des restaurations. Il y a un endroit où je sais que tu veux que je le mentionne parce que tu me l'avais rappelé avant l'émission, et c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, il y a un cash converter. Et oui. Voilà. C'est un bon plan, donc il faut en parler. Qui est à côté de la gare, et c'est vrai que bon, quand on pense un peu montre, le côté un peu romantique de l'histoire horlogère, les mouvements mécaniques, bon, voilà, on pense pas forcément cash converter en premier.
Cela dit, bon, déjà, c'est une boutique qui est tenue par une famille absolument adorable que je connais et qui sont en outre extrêmement professionnels. Mais c'est vrai qu'à Bienne, il y a quelque chose de spécial. Quand on y pense, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie. Je pense que ça, les auditeurs l'auront compris. Et tous les gens savent que dans l'industrie, quand on travaille dans l'industrie, on a généralement accès à des pièces à un prix préférentiel, ce qui est tout à fait, je dirais, compréhensible. Et du coup, à Bienne, finalement, il y a beaucoup de gens qui ont accès à des montres à un très bon prix. Parce qu'ils travaillent dans l'industrie ou parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui travaille dans l'industrie. Et ça fait que au bout d'un moment, alors je connais pas les conditions, ça doit dépendre des marques, mais au bout d'un moment, certains vont sans doute choisir de revendre quand ils en ont le droit, les montres obtenues. Et du coup, il y a beaucoup de montres qui circulent, mais en fait, vendre une montre à un Biennois, c'est pas évident parce que justement, les Biennois ont typiquement accès à des très bons tarifs quand il s'agit de montres. Et du coup, un endroit comme le Cash Converters, il y en a d'autres, mais je dirais c'est vraiment un très bon exemple, se retrouve avec pas mal de montres qui leur sont proposées, mais aussi avec un public extrêmement difficile. Et du coup, il y a en général des montres assez intéressantes à des prix assez intéressants à travers la ville de Bienne. Mais c'est vrai que le Cash Converter, c'est peut-être un endroit assez symbolique de ça. Il est juste à côté de la gare. Les prix sont affichés de façon très claire. Il y a pas mal de rotation, donc c'est vrai qu'il y a souvent des nouveaux modèles qui apparaissent et ça peut aller vraiment de la Swatch à la Breguet. Moi, j'ai un petit peu tout vu là-bas, donc pas forcément que des marques biennoises, même si encore une fois, Omega en particulier ou Hamilton notamment sont très bien représentés. C'est vrai que voilà, en préparant l'épisode, on en avait parlé et ça me paraissait important de le mentionner. Pour rebondir sur ce que tu disais, je me rappelle en arrivant en Suisse, on m'avait dit si t'es suisse et que tu as acheté ta montre plein pot, c'est qu'il y a un problème. Et parce que voilà, comme tu le disais, que ça soit au niveau de Bienne ou même les autres villes, l'industrie horlogère évidemment est tellement présente que t'as tout si tu habites en Suisse, forcément, tu as quelqu'un dans ton entourage, si c'est pas toi déjà, qui travaille dans l'industrie, donc avec la possibilité de d'avoir peut-être un tarif préférentiel sur certaines pièces. Alors après, évidemment, tu n'as pas le droit de les revendre, mais tu peux tout à fait tu ne travailles plus dans l'industrie ou si c'est une montre dont tu as hérité, etc. Bref, ces montres se retrouvent à un moment ou un autre ou peuvent se retrouver sur le marché. Et c'est vrai que tu vas dans n'importe quelle boutique de type Cash Converter, etc. Et tu en as ici à Genève où moi j'habite et j'ai vu des pièces mais dingues à des prix dingues et voilà, c'est toujours le petit conseil que je peux donner, c'est si vous vous baladez en Suisse et que vous passez devant une boutique un petit peu de ce type-là, n'hésitez pas à regarder, à jeter un œil dans les boutiques, dans les vitrines, parce que c'est sûr qu'il y aura des pièces potentiellement intéressantes à regarder et peut-être même les tarifs seront bons, il y aura peut-être même moins de concurrence, donc on peut faire des bonnes affaires, ça m'est déjà arrivé, je garde toujours un œil dessus. Pour terminer cet épisode, parce que là je crois qu'on approche quand même de l'heure, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton site? Alors déjà je précise que ton site on le mettra dans les notes du podcast, mais aussi là les petites adresses qu'on a mentionnées, pour ceux que ça intéresse, on mettra les noms et l'adresse, comme ça vous pourrez facilement les retrouver, puis vous refaire un petit peu l'itinéraire de la visite si vous avez le plaisir de passer par Bienne. Mais pour revenir à ton site, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche que tu as derrière le site, pourquoi tu as fait ça, à quelle fréquence tu t'occupes un petit peu de tout ça, enfin parle-nous un petit peu de ce projet-là. Ouais. Alors moi si j'ai créé le site à la base, c'était vraiment pour pouvoir être invité un jour sur ton podcast. Bon ben voilà. Mais au-delà de ça, en fait, quand je suis arrivé ici, j'étais étonné de voir tout ce qui se passait autour de l'horlogerie au présent et aussi au passé, voir ces sites, comme voilà le premier site Rolex. Il y a aussi, par exemple,
me suis rendu compte que le bâtiment où se trouve le pédiatre de mes enfants a été occupé pendant de longues années comme étant le siège de la marque Heuer, avant que cela devienne Tag Heuer. Donc c'est plein de petites choses comme ça où je me suis rendu compte que voilà, sans doute les gens qui sont ici et que ça intéresse connaissent, mais ne sont pas connus de beaucoup d'autres personnes. Et puis j'ai eu des amis comme toi ou d'autres qui étaient à Genève, qui étaient à Zurich, ou parfois qui étaient de l'autre côté de la frontière, qui s'intéressent aux montres et qui venaient visiter et qui trouvaient, voilà, qui étaient étonnés en fait de tout ce qu'il y avait ici, parce que voilà, tout simplement ils ne l'avaient pas forcément su avant. C'est vrai que quand on pense horlogerie, on pense souvent Genève, on pense souvent peut-être le Locle ou la Chaux-de-Fonds qui sont reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO pour cela. On peut penser à la vallée de Joux. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui savent tout ce qui se passe à Bienne, mais je trouvais qu'il y en avait pas mal quand même qui ne s'en rendaient pas compte. Et voilà, écoute, c'est arrivé pendant le premier confinement, d'ailleurs le seul vrai confinement qu'on ait eu en Suisse au printemps 2020. Je cherchais un moyen un petit peu d'occuper aussi mes enfants. On est allé, on a pris des photos du module lunaire autour d'Omega, puis j'ai écrit un article un post de blog là-dessus. Pareil avec ce qui est a priori le premier site où la première Rolex a été fabriquée. Et puis j'ai vu que finalement le site servait à des gens que je connaissais ou à des connaissances à elles pour planifier une petite visite à Bienne. Parfois ils venaient juste pour les montres, parfois ils venaient pour autre chose mais voulaient en profiter pour faire un petit peu de tourisme horloger. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai décidé de créer une liste des endroits à visiter, une petite carte, une Google Maps avec les différents musées ou sièges de marque, etc. Et puis je dirais un petit peu plus récemment, ayant reçu quelques encouragements divers, maintenant le site est maintenant par exemple présenté sur le site officiel de la ville de Bienne. Enfin donc j'ai vu que voilà, il y avait un certain intérêt et j'ai décidé de créer du contenu un petit peu plus régulier. Donc par exemple tous les mois maintenant il y a un recap de toutes les montres lancées par les marques de Bienne au cours du mois écoulé, et j'ai débuté aussi une série d'interviews avec des gens qui font d'une manière ou d'une autre l'industrie locale. Alors il y avait un premier épisode là qui a été publié récemment avec Robert Diane Brouwer, qui est le fondateur du site Fratello Watches et qui a eu des collaborations assez incroyables avec Omega autour de la Speedy Tuesday. Il y a d'autres épisodes là qui arrivent. Donc voilà, moi mon objectif c'est d'essayer en fait deux choses. Un, c'est pour les gens qui sont loin et qui ne peuvent pas venir, de leur permettre de savoir un petit peu ce qui se passe ici et d'en avoir l'expérience à distance, mais aussi pour les gens qui peuvent venir ou qui décident de venir après avoir découvert ce qu'ils peuvent voir ici, de leur faciliter l'expérience, de les aider à planifier leur voyage, aussi à se repérer une fois qu'ils sont sur place. Et voilà, on verra à l'avenir comment ça se développe. Est-ce qu'on organisera des visites réelles pour les amateurs? Je ne sais pas. Mais voilà, l'idée c'est de créer un petit peu ce lien. Je pense que les gens qui sont dans l'industrie horlogère, ils sont suffisamment occupés, ils ont beaucoup à faire, ils travaillent. Ensuite, il y a les musées qui sont là, et comme on disait plus tôt, il y a vraiment des très très beaux musées horlogers à Bienne. Moi, modestement, j'essaie d'aider un petit peu à connecter tout ça et aux différentes personnes que ça pourrait intéresser, et contribuer, je dirais, à faire reconnaître davantage encore Bienne comme étant la véritable capitale de l'industrie horlogère en Suisse. Bon, impeccable. Donc je vous recommande évidemment de visiter le site, et aussi peut-être même avant tout la ville. Avant de finir cet épisode, Alex, est-ce que tu as peut-être, puisqu'on parle de la ville, un restaurant à recommander pour quelqu'un qui ferait justement la visite? Ah, alors très bonne question. Alors il y a un excellent Burger King juste en face de la gare, mais non, écoute, moi je dirais, il y a une belle offre en termes de restaurants à Bienne. Il y a un endroit qui est un petit peu ma cantine entre guillemets, qui s'appelle Il Rusticone. Donc je m'excuse pour mon accent. C'est un restaurant italien qui est un peu sur la rue centrale, qui est un peu l'artère principale de la ville, à côté de la place centrale.
Et voilà, c'est une cuisine familiale, authentique, mais toujours de très très bonne qualité. Et je pense, Marc, que tu avais pu essayer d'ailleurs lors de ta visite. Effectivement, je m'en rappelle, donc c'est un bon souvenir. Écoute, merci beaucoup. On mettra le restaurant évidemment ainsi que les autres adresses dans les notes, comme ça ceux que ça intéresse pourront y jeter un œil. Et puis bah voilà, je te remercie à nouveau Alex, et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Marc. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.